dit beaucoup de choses intéressantes concernant la valorisation et la visibilité de la recherche scientifique. Beaucoup de choses qu'on ignore ou bien qu'on connaît très brièvement, surtout les jeunes chercheurs et les nouveaux doctorants. Donc, vous avez la chance de vous faire cette communication, cette conférence, c'est très, très important. Donc, n'ayez pas peur. On est entre nous, il n'y a pas d'autres cadres, pas d'autoritaires. Donc, allez-y, posez toutes vos questions. Tfadli. Il n'y a pas de micro. Merci. Et dans lequel vous pouvez introduire vos résumés d'articles et qui vous donne un pourcentage d'acceptation à ce type de site. Est-ce que c'est une bonne chose, c'est-à-dire d'avoir un pourcentage Alors, merci pour votre question. Moi, je dirais que c'est toujours bien d'essayer, parce que ça va vous donner une idée quand même. Mais se fier, alors comme on dit en mathématiques, avec un certain intervalle de confiance. Donc c'est bien pour faire valoriser déjà son potentiel. On pourrait avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Mais déjà avant d'aller sur un site comme ça, on a nos promoteurs. Donc, avant de faire passer un travail, il faut toujours, j'en parlerai par la suite dans le processus de publication, il faut toujours prendre conseil des gens qui sont à côté de nous avant d'aller plus loin. Donc, vous avez un promoteur, vous avez des collègues qui travaillent sur des domaines qui ressemblent au vôtre. Donc, il faudrait commencer par votre entourage. Qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il pourrait être publiable? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il lui manque quelque chose? Donc, une fois vous avez toutes ces orientations locales, vous pouvez passer par la suite à ces sites-là de prévalorisation. On les appelle les prévalorisations. Il y a des sites qui font ça, il y a des sites qui proposent aussi de la correction de l'onglet technique. Ça, par exemple, vous faites payer un site, vous envoyez votre article, il va essayer de vous l'arranger un petit peu côté onglet technique. Donc, ce sont toujours des procédures que vous pouvez adopter, mais si vous pouvez faire quelque chose au niveau personnel et dans votre niveau local, c'est encore mieux parce qu'on ne sait pas vraiment, surtout sur comment dirais-je, les origines de ces sites-là, est-ce qu'ils sont fiables ou pas? Donc, ça reste toujours un point d'interrogation. Voilà. J'ai une voix portante. Bonjour à tout le monde. Je remercie le professeur Barange pour cette conférence. C'est vrai, c'est des points auxquels on pense tous, on est tous passés par là. Ils sont assez organisés. Donc, je vous félicite d'avoir abordé ce genre de sujet, d'organiser une conférence et encore de l'organiser sous forme de journée parce qu'on aurait pu faire un cours pour les doctorants de première année aussi obligatoire. Ouais. Là, vous l'avez rendu public, donc tout le monde en profite. Je rappelle, j'ai dit que ce genre de choses, on est tous passés par là, mais elles ne sont pas organisées dans nos têtes de cette manière. Vous les avez bien énumérées, expliquées. Donc, pas spécialement les premières années qui tirent profit. On va encore profiter de ce que vous allez dire par la suite. Juste par rapport aux bases de données, donc Bijaya, donc on a le droit à publier dans la base de données Thomson Reuters et encore Scopus. Mais là, Scopus, encore, il faut faire attention parce qu'il y a le SGR qui est plus ou moins équivalent au facteur d'impact calculé sous une autre forme. Il faut faire attention, il faut qu'il existe. Soit l'impact factor, soit l'SGR, parce que je crains que les étudiants comprennent autre chose. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc ça aussi, c'est un critère de visibilité.
c'est l'équivalent de l'impact factor qu'on connaît dans les revues Thomson Reuters, c'est vrai. Et puis dans le Google Scholar aussi, vous avez un impact factor qui calcule aussi la productivité. En fait, chaque base de données a son impact factor un petit peu, disons, local pour la base de données. Mais le plus connu, c'est l'impact factor de Thomson Reuters. Donc, il faut essayer de faire connaître aux étudiants toutes ces choses-là. Maintenant, ce que je suis en train de dire là est un petit aperçu. Ça ne peut pas être quelque chose de très complet. Mais sinon, et je l'ai dit tout à l'heure, donc il faut créer un cadre de discussion. Ce n'est pas toujours discuter des mêmes thèmes scientifiques, microbiologie et tout, parce que tout ça aussi c'est important pour un étudiant, le processus d'avancer, de faire connaître son travail internationalement. Donc dans le cadre d'un séminaire, on peut programmer 2-3 séances scientifiques dans le cadre de travaux scientifiques, et puis on peut faire un break pour faire une séance dans le cadre sensibilisation, promouvoir la recherche, évoluer. Donc après, dans la discussion, ça pourrait se compléter. Chacun a un avis. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on organise, on donne à chacun une tâche, ça pourrait être très bénéfique pour toute l'entité de recherche. Voilà. Je peux vous poser une question? Oui. Bien sûr. Justement, par rapport à ça, j'aimerais savoir, en étant, aujourd'hui, je profite, je vais saisir cette occasion, et comme nous sommes la seule université, je dis bien, qui refuse de publier dans des journaux open access. Parce qu'il y a de l'open access libre, et en fait, au choix, il y a de l'open access qui est imposé. Quel est votre avis sur ça? Sachant que nous sommes la seule université en Algérie. Oui, alors l'open access, moi je trouve que l'initiative elle-même, elle vient d'un bon cœur. Imaginez un petit peu des gens qui sont pauvres dans la rue, qui ne peuvent pas s'acheter quelque chose. Je fais une petite comparaison. Et que vous prenez l'initiative de leur acheter quelque chose. C'est ce que fait l'open access. En fait, vous envoyez un article et vous devez payer pour qu'il soit vu par les autres. Donc, l'open access en lui-même est une bonne initiative. Mais ici, par exemple, au niveau de notre université, on voit ça comme étant une commercialisation du travail. On le vend pour faire soutenir, par exemple, pour passer une soutenance. Ça veut dire qu'on voit le open access comme sous-estimé par rapport aux autres revues. Moi, particulièrement, je ne suis pas de cet avis. J'ai publié dans des revues de Open Access. Ça m'a pas permis, bien sûr, de soutenir avec, mais je suis sûre que le travail que j'ai publié là-bas est très consistant, que dans le processus de publication, il a été le plus normalement pareil aux autres. Il y a des remarques, un travail de référé qui a été fait, des remarques qui ont été suggérées, une étape de révision. Je vois aucune différence par rapport, je parle de la qualité scientifique, parce qu'en général, les gens sous-estiment aussi la qualité scientifique des travaux qui sont publiés dans des revues Open Access. Moi, je ne suis pas de cet avis. Bien sûr, ça reste... Justement, les plus grandes revues comme Nature, ça dépend. Oui. Elles sont payantes. Oui. Et qui ont un impact facteur qui dépasse la trentaine. Oui. Je ne sais pas si on est vraiment à la hauteur de sous-estimer cette revue. Oui. Par Justement. le fait qu'elle soit en open access. Donc, Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Toute une dernière question. Je voudrais bien que vous nous parliez un petit peu du facteur d'impact. Est-ce qu'il est directement lié au nombre de fois où la revue a été citée, ou juste le nombre de fois où elle a été citée et consultée? Parce qu'avec les articles en ligne, je sais pas, quand on fait un briefing comme ça sur Internet ou sur n'importe quelle base de données, est-ce qu'elle est considérée comme étant une consultation ou c'est juste en général, merci pour votre question. En général, lorsqu'on cite un article, on l'a cité dans un travail. Donc, on a mis le nom d'un auteur
qui a publié dans une certaine revue, donc on le cite sur une version d'un travail, ce qu'on appelle version imprimée ou version électronique. Donc le fait que vous citez un article sur Internet comme ça n'est pas vraiment trop considérable. Hein. Donc l'impact facteur, c'est le nombre de fois où vous avez cité cet article-là, dans un travail de recherche. Bien particulier. D'accord. Travail de recherche, ça pourrait être un article de recherche, ça pourrait être un article de synthèse, ça pourrait être un chapitre de livre bien répertorié dans une base de données. Il y a plein de variantes qui existent pour les travaux de recherche. Il n'y a pas que les journaux. Parce qu'en fait, il y a les nouvelles bases de données qui comptent même le nombre de fois où le travail était consulté. Donc uniquement, on ouvre la page sur le site pour lire le résumé en moins. Ça, c'est beaucoup Donc plus ça, je me dis, est-ce que c'est une technique Ça, c'est beaucoup fiable, plus la parce que visibilité, ce qu'on appelle la visibilité. Ça veut dire la revue est beaucoup lue. Elle est beaucoup lue. Donc, le fait qu'elle soit lue ou bien le fait que le travail soit cité est différent. D'accord? On peut lire un travail, mais on ne le cite pas dans notre travail. Donc, le lire, c'est pour soi-même. Mais le citer, c'est le faire connaître par quelqu'un d'autre aussi, qui va lire votre article. Lorsqu'il va regarder les références bibliographiques, il va trouver ça. Il pourrait s'intéresser aussi à lire le travail. Donc, c'est comme si vous faites de la publicité aussi pour le travail. Voilà. Merci. Oui, allez-y. Juste une petite question par rapport à l'autocitation. Bon, maintenant, on est un petit peu encouragé, si on est du domaine, on va s'autociter. Mais il y a certaines revues, maintenant, qui refusent. C'est-à-dire, ils vous disent, dans les instructions, évitez les autocitations. Oui. Qu'en est-il de ces autocitations? C'est une bonne chose? C'est une mauvaise? Alors, l'autocitation, c'est genre faire de la publicité pour soi-même. Mais on peut aussi citer un travail pour dire, par exemple, que c'est une extension. Une suite, voilà, une extension, une généralisation. Dans ce cadre-là, ça se fait. Mais il y a certaines revues, en fait, qui font, dans le processus de publication, qui suggèrent que le processus des référés soit aveugle. Ça veut dire que le référé ne connaît pas l'auteur et l'auteur ne connaît pas le référé. Donc, je ne suis pas au courant qui travaille et donc la question de l'autocitation ne s'impose même pas. Mais il y a un autre processus qui suggère que le référé connaisse l'auteur, mais l'auteur ne connaisse pas le référé. Donc là, le référé, s'il voit que l'auteur, il cite beaucoup de ses références, ça s'appelle de l'autocitation. En tout cas, la plupart des revues maintenant suggèrent de réduire l'autocitation. Il faut citer 1-2 citations maximum, parce que sinon, c'est comme si vous faites de la publicité à votre travail personnel. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer directement à la deuxième, donc à l'atelier. Oui. Y a-t-il d'autres questions? C'est bon. Et bien donc, cet atelier donc constitue une suite de la première intervention, toujours par